Essayez de trouver la mer d'Azov sur une carte, et nous serions prêts à parier que la plupart des gens resteraient des perplexes. Et franchement, on ne peut blâmer personne, bien sûr. Avec ses 39 000 km², elle n'est guère plus grande que la Guinée-Bissau. C'est aussi assez ennuyeux. C'est la mer la moins profonde du monde. C'est un endroit où, en général, il ne se passe pas grand-chose. Et coincé entre la Crimée, l'Ukraine occupée et la Russie continentale, on l'oublie très facilement. Mais la guerre a cette capacité étrange de transformer même les voies navigables les plus banales en gros titres internationaux. Prenez simplement le détroit d'Ormuz, un endroit auquel la plupart des gens pensaient 1 ou 2 fois par an avant cette guerre entre l'Iran et les États-Unis. Actuellement, la mer d'Azov est sous les projecteurs car elle est devenue un nouvel épicentre de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Aussi calme qu'elle puisse l'être habituellement, la mer d'Azov est un corridor maritime crucial, qui reliait historiquement le cœur de l'industrie lourde ukrainienne au marché international. Elle relie le sud de la Russie à la mer Noire par le détroit de Kertch. Elle relie les ports russes au canal Volga-Don, qui à son tour relie la mer Caspienne enclavée aux routes maritimes mondiales. Elle assure près de 25% des exportations de blé russe et joue un rôle clé dans l'approvisionnement de l'armée en Crimée. Mais ces dernières semaines, la mer d'Azov a été le théâtre d'une des opérations ukrainiennes les plus réussies. Ainsi, quelques semaines après l'invasion de 2022, les forces russes contrôlaient en chaque kilomètre de côte le long de la mer d'Azov. Mariupol, le plus grand port de la mer, est tombé en mai après un siège de 82 jours qui a rasé l'infrastructure de la ville et ses usines sidérurgiques. En été, l'Ukraine n'avait plus accès à une mer dont elle dépendait depuis des années pour acheminer des marchandises vers le sud. Moscou a officialisé la saisie l'année suivante après que Poutine a annulé le traité de 2003 sur l'usage commun de la mer et du détroit stratégique de Kertch. Poutine avait signé ce traité lors de son premier mandat, à l'époque où il voulait convaincre que la Russie pouvait être un acteur international fiable. Après l'annulation de l'accord, les responsables russes ont qualifié la mer d'eaux intérieures russe, interdisant totalement l'accès aux navires ukrainiens. La Russie a pu agir vite grâce à l'annexion de la Crimée en 2014, obtenant ainsi un point de départ sur la rive ouest de la mer. L'annexion signifiait également que l'Ukraine avait perdu environ 75% de sa flotte navale, ce qui rendait la défense de la mer d'autant plus difficile. De plus, les poches de Donetsk contrôlées par les séparatistes, prises par les forces soutenues par la Russie en 2014, lui offraient un second point d'appui sur la rive est de la mer, permettant à ses troupes de converger vers Mariupol sans combattre sur toute la côte. Au 1er mars, des semaines avant la chute de Mariupol, la Russie affirmait avoir déjà coupé l'Ukraine de la mer d'Azov, infligeant un coût économique massif au pays. Marina Kobachevskaya, la responsable du département de gestion et de finances à l'université d'État de Mariupol, a déclaré à Al Jazeera qu'en perdant l'accès à la mer d'Azov, l'Ukraine avait perdu environ 10 à 12% de son PIB. Elle a précisé que le chiffre réel pourrait être bien supérieur en raison de la destruction des usines métallurgiques de Mariupol. Perdre au minimum 10% de son PIB d'un seul coup serait déjà très difficile à gérer pour la plupart des pays, même dans les meilleures conditions. Maintenant, imaginez devoir gérer cela tout en essayant de repousser une invasion d'un adversaire bien plus puissant qui détruit d'autres secteurs de votre économie. Alors que Kiev faisait face à la menace d'une ruine économique, la Russie récoltait les bénéfices de sa prise de contrôle réussie. Qualifier la mer d'Azov d'eaux intérieures a permis à Moscou de justifier les dépenses pour les ports et infrastructures comme un développement souverain, finançant l'industrie nationale sans rendre de compte à l'extérieur. Nous ignorons les dépenses exactes de la Russie, mais elle a alloué au moins 11,8 milliards de dollars de fonds fédéraux aux 4 régions ukrainiennes occupées entre 2024 et 2026 via des programmes nationaux de développement prioritaires. C'est presque 3 fois le montant total alloué à une vingtaine d'autres régions fédérales russes dans des programmes similaires. Vous imaginez donc à quel point Kiev veut que cette situation cesse. Tant que la Russie contrôle la mer d'Azov, l'Ukraine perd de l'argent qu'elle ne peut pas se permettre de perdre, et chaque centime dépensé par la Russie dans les territoires occupés renforce la position du Kremlin pour d'éventuelles négociations. Après tout, les négociateurs pourraient en tenir compte lorsqu'ils élaboreront un accord final. Le statu quo régnait en mer d'Azov depuis des années, l'Ukraine ayant d'autres priorités à gérer. Cela a duré jusqu'au 6 juillet lorsque les forces de système sans pilote de l'Ukraine ont lancé l'opération Malochka, une vaste campagne de drones visant des cibles russes dans la mer d'Azov. Une fois la campagne lancée, les résultats ont vite dépassé tout ce que la Russie pouvait imaginer et, sans doute, même les attentes de l'Ukraine. En moins de 2 semaines, l'Ukraine affirme avoir frappé 116 navires en mer d'Azov et 20 en mer Noire,
Selon le major Robert Brovdi, qui dirige l'opération, l'un de ses principaux objectifs est de cibler la flotte russe de petits et moyens pétroliers navettes. Ces navires peuvent opérer dans les eaux peu profondes de la plupart des ports russes et ils transportent le pétrole depuis les terminaux russes via le canal Volga-Don, puis vers les plus grands navires que la Russie utilise pour acheminer son pétrole à travers le monde. Brovdi a indiqué qu'il faut 12 à 15 rotations de navettes pour remplir un grand pétrolier, donc chaque pétrolier navette mis hors service ralentit les exportations de pétrole russe. Le trésor de guerre russe ne grossit plus aussi vite qu'avant. Ces pertes augmentent les coûts de la Russie, car elle devra payer pour réparer ses navires si elle veut les remettre en service. Vu la mauvaise santé de l'économie russe, Moscou ne peut pas vraiment se permettre ces dépenses, mais Kiev ne vise pas que ses navires. Des cargos secs, des ferries et des remorqueurs ont également été touchés lors de cette opération. Chaque navire visé dégrade les capacités maritimes de la Russie. Les remorqueurs, essentiels au port, manœuvrent de grands navires et assistent les navires endommagés, tandis que les ferries transportent sans toujours véhicules, fret et fournitures entre la Crimée occupée et la Russie. Brovdi a précisé que l'objectif n'est pas de couler ces navires, car pour les pétroliers ravitailleurs, cela pourrait provoquer une grave crise environnementale. L'objectif est de paralyser les opérations de la flotte fantôme. Pour le citer, l'objectif est de paralyser la logistique du pétrole, du carburant et du fret transporté en contournant les sanctions. Chaque navire automoteur doit être transformé en barge à la dérive, aveugle et sourde. Notre but n'est pas de polluer les eaux avec du pétrole, donc aucune brèche dans la coque. Fin de citation. Bien que de telles considérations rendent cette opération nettement plus difficile pour l'Ukraine, elles garantissent également qu'elle ne risque pas de provoquer un conflit avec la communauté internationale à cause de la pollution environnementale. Contrairement à la Russie, où la flotte fantôme opère sans se soucier des dégâts environnementaux. Au-delà de l'impact environnemental, évoquons le travail préparatoire réalisé par l'Ukraine ces 2 dernières années pour garantir le succès de cette mission. Grâce à des frappes continues de missiles et de drones navals, l'Ukraine a poussé la flotte russe de la mer Noire à quitter la Crimée. Cependant, la région compte encore des navires militaires russes. L'un des navires touchés lors de cette opération était un bâtiment lance-missiles de classe Bouyan M, qui a été contraint de quitter la zone en raison des dégâts subis. La réduction de la présence militaire permet à Kiev de cibler ses véritables objectifs plutôt que de lutter contre les forces russes. L'Ukraine a aussi passé beaucoup de temps à affaiblir la défense aérienne autour de la Crimée, augmentant ainsi les chances de succès de la mission. En temps normal, les drones et missiles ukrainiens auraient dû survoler la Crimée pour atteindre la mer d'Azov, et, ce faisant, ils seraient entrés dans un véritable nid de défense aérienne relativement sophistiqué. Aujourd'hui, des drones et missiles survolent encore la Crimée, mais nombre de ces défenses aériennes ont été détruites ou rappelées à Moscou ou Saint-Pétersbourg. Kiev a également continué de cibler les infrastructures de défense aérienne restantes, Brovdi affirmant que ses forces ont détruit un lanceur S-400, un système Tor et 2 complexes radars depuis le début de l'opération. La Russie a dû redéployer davantage de ressources de défense aérienne vers la capitale pour éviter qu'un drone n'envoie Poutine rejoindre le Grand Kremlin dans le ciel. Une grande partie des défenses aériennes restantes en Crimée ont été redéployées vers le pont de Kertch pour assurer le ravitaillement des troupes sur la péninsule. Pris dans leur ensemble, les décisions de la Russie ont sans aucun doute rendu toute cette opération plus facile qu'elle ne l'aurait été autrement. Jusqu'à présent, l'opération est un succès. Comme nous l'avons mentionné précédemment, 116 navires ont été touchés en mer d'Azov et, au minimum, ils auront besoin de réparations importantes avant de reprendre du service. Et il ne semble pas que l'Ukraine compte s'arrêter de sitôt. Au contraire, d'autres navires seront touchés dans les semaines à venir. La capacité de la Russie à exporter du pétrole sera limitée, et Moscou va perdre énormément d'argent. La question est désormais de savoir si cela influencera la volonté de Poutine de faire la guerre à Kiev. Avant de répondre, nous souhaitons présenter notre site d'abonnés france.co où nous publions le contenu non disponible sur la chaîne principale. Chaque semaine, nous publions au moins 2 vidéos et des articles d'experts sur des sujets variés, de l'avenir de l'armée russe post-guerre en Ukraine à l'impact des drones au Sahel. Un abonnement coûte seulement 5 $ par mois ou 50 par an et nous aide à rester indépendants. C'est france.co. Maintenant, retour à la mer d'Azov. Alors écoutez, dès le départ, nous voulons dire que nous ne pensons pas que ces attaques seront celles qui finiront par convaincre Poutine qu'il avait tort ou qu'il doit retirer ses troupes d'Ukraine. Si l'opinion de Poutine devait changer à cause d'une frappe, la plus probable aurait été l'attaque contre Saint-Pétersbourg, quelques heures avant que des invités internationaux ne se réunissent là pour le principal forum économique de la ville. Cela a été un coup dur pour l'ego de Poutine.
Cela a prouvé que l'Ukraine pouvait faire échouer un événement russe majeur que Poutine voulait présenter comme la version russe du Forum économique mondial de Davos. En choisissant de ne pas attaquer directement, l'Ukraine a permis la poursuite de la conférence. Et ce n'était même pas la première fois que l'Ukraine disait clairement à la Russie qu'elle détenait toutes les cartes lorsqu'il s'agissait d'un événement que la Russie voulait organiser. En mai, Zelensky a signé un décret autorisant le défilé militaire de la journée de la victoire russe, assurant qu'aucune arme ne viserait la place rouge. Et fidèle à sa parole, Kiev n'a pas attaqué le défilé, même si Kiev a frappé Moscou de manière dévastatrice peu de temps après. Pourtant, la guerre menée par la Russie n'a fait que continuer et, dans certains cas, peut-être dans une tentative de Poutine de projeter sa puissance, les actions de Moscou sont devenues beaucoup plus féroces. Et Kiev le sait mieux que quiconque. Après tout, ce sont les Ukrainiens qui ont dû se réfugier dans leurs abris à chaque fois que Moscou lance une nouvelle salve. Cela ne veut pas dire que l'opération Melkotka est inefficace. La Russie a dû détourner ses navires de la mer d'Azov, admettant ainsi son incapacité à y défendre ses intérêts commerciaux. Nous avons déjà expliqué comment l'opération ralentit le remplissage des pétroliers russes et limite ainsi leurs finances de guerre. Cette réduction accompagne une baisse de la production pétrolière due aux attaques ukrainiennes sur les infrastructures pétrolières russes. Bloomberg a indiqué que les taux de traitement du brut sont tombés à leur plus bas niveau depuis mars 2005 avec une moyenne de 3,91 millions de barils par jour ce mois-ci, soit 1,4 million de barils par jour de moins que la production russe à la même période l'an dernier. Cette baisse de la production n'est pas seulement mauvaise pour le marché de l'exportation, elle l'est aussi pour le marché intérieur. La Russie fait face à une grave pénurie de carburant qui a augmenté le coût de l'activité économique, affaibli la production industrielle et accru le risque que l'économie puisse entrer dans une récession prolongée. Ce ralentissement survient alors que l'économie russe avait déjà perdu de son élan. Le ministère de l'économie du pays estime que le PIB n'a augmenté que de 0,2% en glissement annuel de janvier à mai cette année, ce qui suggère que le mois de juin pourrait avoir marqué le début d'une véritable contraction. En parallèle, l'inflation a progressé avec une hausse des prix à la consommation de 0,87% en juin et de 0,43% supplémentaires au cours des 2 premières semaines de juillet. Et rappelez-vous, Moscou n'admet que ces chiffres, donc les dégâts réels sont sûrement pires. Si Poutine veut continuer à mener cette guerre, il doit reprendre rapidement le contrôle de son économie, sinon il se retrouvera pris dans une impasse épuisante, tandis que l'Ukraine pourra tranquillement grignoter les gains de la Russie jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Bien que l'opération Molotov contribue à la dégradation de l'économie russe, les analystes ne considèrent pas cela comme son véritable objectif. Ils considèrent cela comme une étape d'une campagne plus large pour isoler la Crimée. L'Institut pour l'étude de la guerre voit les frappes sur Azov comme une nouvelle étape visant à isoler la Crimée du réseau logistique russe et à perturber les routes maritimes par lesquelles transitent son carburant et ses céréales. Le major Yevhen Karkous, dont le 413e régiment autonome de systèmes sans pilote fait partie de l'opération, l'a exprimé en des termes directs. Il a dit à CNN que la Russie avait fait de la Crimée une grande base militaire, approvisionnant les forces cherchant à avancer en Ukraine. Il a ajouté que l'Ukraine coupait la logistique de ses forces et que la capacité de Kiev à frapper plus loin à moindre coût posait un problème insoluble pour les Russes. Je le cite ici. « Nous allons augmenter cette pression aussi loin que nous pourrons aller. Ce n'est que le début. Le major Karas n'est pas le seul de cet avis. » Anton Zemlianik, analyste principal au Centre ukrainien pour la sécurité et la coopération, pense également que les attaques d'Azov font partie d'une campagne plus large visant le réseau logistique de la Crimée. Il a indiqué au Kyiv Independent que les ferries vers la péninsule sont déjà endommagés, que des dépôts de carburant ont été frappés et que les navires commerciaux sont de plus en plus ciblés alors qu'ils sont au mouillage à l'extérieur des ports de Crimée ou avant de franchir le détroit de Kertch. Il est donc devenu plus difficile d'approvisionner la péninsule en carburant. C'est une excellente nouvelle pour l'Ukraine, et tout cela s'inscrit dans son plan plus large visant à reprendre un jour la Crimée. Cependant, il faut mettre en garde contre un excès d'optimisme. Kiev est encore loin de pouvoir reprendre la péninsule. Ceci s'explique surtout par l'infrastructure. Seules 2 routes relient la Crimée au continent. La route qui relie la Crimée à l'Ukraine traverse l'isthme de Pérékop, une étroite bande de terre d'environ 5 à 7 km de large qui constitue un point d'étranglement naturel pour toute force attaquante. L'autre route relie la péninsule à la Russie via le pont de Kertch. Moscou a renforcé sa position en Crimée ces dernières années en érigeant des défenses et en plaçant des centaines de milliers de mines anti-chars et anti-personnel. De plus, la Russie peut très facilement renforcer les troupes sur la péninsule en utilisant le pont de Kertch, et si cela se résume à une bataille des effectifs, oui, l'Ukraine ne gagnera pas.
Au lieu de voir les attaques en mer d'Azov comme une préparation à une offensive sur la péninsule, il vaut mieux les considérer comme une partie d'une campagne visant à affaiblir le contrôle russe en Crimée. Lors de l'annexion de la Crimée, les Russes ont promis aux Criméens et aux Russes une vie plus stable et prospère sous Moscou que sous Kiev. Le gouvernement criméen a dû déclarer l'état d'urgence après des frappes ukrainiennes, causant de grandes coupures de courant et pénurie de carburant, rendant la promesse russe de plus en plus irréaliste. L'Ukraine devra poursuivre cette pression par plus d'attaques en mer d'Azov ou des frappes ciblées sur la péninsule pour montrer combien la vie peut devenir difficile sous domination russe. Mais savoir s'ils peuvent le faire est une autre question. Le 15 juillet, le président Zelensky a démis Mikhailo Fedorov de ses fonctions de ministre de la Défense, invoquant un différend non résolu avec le commandant en chef, Oleksandr Syrsky. Fedorov, une personnalité liée à la Silicon Valley américaine, généralement décrit comme un réformateur féru de technologie, était devenu le visage jeune du programme de drones du pays. Nommé ministre de la Défense il y a seulement 6 mois, il a pourtant impulsé de nombreuses innovations faisant de l'Ukraine une puissance des drones. Son innovation la plus connue a été de gamifier la guerre pour les équipes de drones, attribuant des points pour la destruction de chars, d'obusiers ou de fantassins ennemis, un programme apprécié dans l'armée. Il a aussi contribué à convaincre Elon Musk de couper l'accès de la Russie à Starlink. Son éviction a suscité des protestations, certains doutant que le programme de drones réussisse sans lui pour mettre en œuvre ses idées ou faire jouer ses relations dans la Silicon Valley. Pour l'instant, nous ne pouvons pas dire avec certitude quel impact son renvoi aura sur les capacités de combat de l'Ukraine. Cela pourrait être très significatif, faisant de cette erreur l'une des plus coûteuses de Zelensky, ou n'avoir aucune importance. Ce que nous pouvons dire, c'est qu'en ce qui concerne les drones et l'intégration des technologies émergentes dans l'armée, l'Ukraine possède beaucoup plus de connaissances institutionnelles que presque tous les autres pays de la planète. Ces connaissances institutionnelles survivront à toute personne, aussi importante soit-elle. C'est grâce à ces connaissances institutionnelles que l'Ukraine fait actuellement quelque chose que peu de gens pensaient possible en 2022, repousser la Russie en mer d'Azov. Pour l'instant, c'est une victoire qui mérite d'être célébrée. Merci d'avoir regardé.